Bonsoir à tous et toutes. Bienvenue à cette dernière conférence de la journée, La Ronde des Bêtes, le moteur animal, présentée par François Jarige, modérée par Valérie Hanin. Il y aura une séance de dédicace à l'Espace Payot après la conférence. Et bonne écoute à vous. Bonsoir à tous. Merci d'être là à l'heure de l'apéritif au soleil. Mais voilà, je pense que c'est une bonne idée de venir écouter François Jarige nous parler de la Ronde des Bêtes. Je voudrais quand même le présenter un peu, car il est très modeste et que vous ne le connaissez peut-être pas très bien encore. Pour vous dire à quel point François Jarige fait partie de ces historiens qui ont modifié considérablement notre vision du grand récit de l'âge industriel. L'âge industriel, longtemps, a prévalu un récit des inventions géniales, de la machine à vapeur, bien sûr ça existe, de l'homme qui dompte la nature, de la succession impeccable des sources d'énergie qui se succèdent l'une l'autre et en faisant disparaître les précédentes. Alors, c'est tout autre chose qui est apparu sous sa plume notamment depuis quand même pratiquement une vingtaine d'années, malgré son jeune âge encore et sa juvénilité. François Jarige est professeur à l'Université de Bourgogne, spécialiste des sociétés industrielles, donc du monde du travail. Ça fait longtemps qu'il travaille aussi pour nous à la Revue L'Histoire. Je suis très heureuse que ce soit la Revue L'Histoire qui accompagne le festival depuis 10 ans et qui accompagne aussi cette soirée autour de la Ronde des Bêtes. Votre premier article, François, dans l'Histoire, c'était « Sus à la tondeuse, à la grande tondeuse ». Vous avez publié, j'ai vérifié hier, une bonne douzaine d'articles sur des sujets très variés, le monde du travail, l'histoire des techniques, la machine à vapeur, mais aussi le cheval, et le moteur animal. Vous êtes venu avec ça à l'histoire aussi des pollutions. Un très beau livre que je montre là, vous pouvez l'acheter à la librairie au-dessus, La contamination du monde. C'est un livre sur les pollutions à l'âge industriel. Et du coup, avec tout ça, vous avez rejoint la petite troupe des historiens, des historiennes qui font aujourd'hui de l'histoire environnementale et qui ont contribué puissamment à présenter une version très alternative de l'âge industriel. Une histoire dans laquelle le progrès n'a rien de linéaire et dans laquelle l'animal a toute sa place. Alors, l'animal, je vais dire quand même un mot d'un livre que vous ne trouverez plus à la librairie ce soir, mais dans toutes les librairies dès demain, ou même peut-être ici dès demain, puisque ce matin, vous étiez chez Xavier Mauduit, à France Culture, pour présenter 2 livres auxquels vous participez et qui sortent ces jours-ci, La nature en révolution, voilà encore de l'histoire environnementale, et l'autre qui s'appelle La terre perdue, chez Talandier. Donc, ça, c'est une révolution aussi historiographique, on peut le dire. Mais ce soir, puisque ici, c'est l'animal qui est roi ces jours-ci, la Ronde des Bêtes. Alors, vous avez le livre, il vous est présenté là, un livre qui a été publié en 2023 aux éditions La Découverte, dans lesquelles vous publiez beaucoup de vos livres. Un livre qui a donné donc le titre de cette conférence ce soir. Et je vais vous laisser évidemment la parole, il en est temps. Quand même, non sans vous dire qu'on va découvrir là que les bêtes de trait et les manèges de chevaux ne sont pas forcément archaïques. Et on va découvrir peut-être aussi un trait de votre personnalité, c'est qu'un historien tout à fait impeccable, tout à fait sérieux, peut-être aussi, ça ne gâte rien, un petit peu, quelquefois, un historien militant. Merci beaucoup. Et donc, rendez-vous là-haut pour les livres tout à l'heure. Et en attendant, on vous applaudit. Merci Valérie. Merci beaucoup Valérie, merci beaucoup au Festival Histoire et Cité de m'avoir invité. C'est la 2e fois. Vous m'avez rappelé que la dernière fois, j'étais venu pour parler d'hydraulique et de pollution de l'eau. Donc là, c'est un sujet très différent.
Alors, je vais pas... Bon, merci pour tout ce que vous avez dit, Valérie. Je ne vais pas faire une histoire militante. Je ne vais pas militer ce soir pour la remise au travail des animaux. Je vais essayer de poser la question. Enfin, les animaux travaillent toujours énormément. Mais je vais essayer de revenir sur un aspect de l'histoire des animaux qui est souvent finalement assez peu évoqué, alors qu'elle est évidente et centrale. C'est cette question de l'énergie animale. Puisque, bon... Moi, je ne viens pas de l'histoire animale, comme vous l'avez dit, hein, je viens de l'histoire sociale, de l'histoire du monde du travail. Je me suis beaucoup intéressé à l'histoire des conflits sociaux, à l'histoire des pollutions industrielles, à l'histoire des techniques, et l'histoire sociale des techniques dans ces différentes dimensions. Et paradoxalement, c'est par ce biais-là que j'en suis arrivé aux animaux, à la différence d'Éric Baratet, hein, qui, je ne sais pas si vous étiez là à la conférence précédente, très intéressante d'Éric Baratet, qui est le grand spécialiste de l'histoire des animaux, et qui, d'une certaine manière, mon travail s'inscrit dans la continuité aussi d'une partie de son travail qu'il a consacré aussi au travail des animaux. Il avait fait un très beau livre sur les bêtes de somme, qui était une vaste synthèse sur les animaux prolétaires au XIXe siècle. Et d'une certaine manière, ce projet autour de l'histoire de l'énergie animale creuse cet aspect qui est assez peu développé paradoxalement par rapport à l'histoire des animaux sauvages, par rapport à l'histoire des animaux domestiques, des animaux de compagnie, hein, qui font l'objet de beaucoup de questionnements, de réflexions. L'histoire du travail des animaux reste quelque chose d'un peu plus obscur, un peu plus limité. Avant de venir, je vous ai embêté avec les escargots. Et de plus en plus, je m'intéresse à l'histoire des animaux. Hein. Mon vrai chantier actuel, c'est les escargots. J'ai failli changer le sujet avant de venir, mais je me suis dit que j'allais être raisonnable et garder. Donc en fait, l'histoire des animaux, c'est vraiment une thématique assez fascinante. Hein. Le point de vue animal, c'est une perspective aussi tout à fait fascinante. Se mettre à l'écoute de l'éthologie pour penser l'expérience des animaux, et les animaux pas comme une sorte de nature invariante, mais comme pris eux-mêmes dans des processus de transformation culturelle, comme le montre Éric Baratet, c'est un point très important. Mais moi, j'ai du mal à me mettre... du point de vue des animaux, j'ai du mal à me mettre encore, mais j'y travaille, hein, dans la tête d'un cheval, d'un chien ou d'un bœuf. C'est pas facile, hein, la question a été abordée dans la discussion tout à l'heure, c'est-à-dire à partir de quelle source on peut se mettre dans la tête d'un animal, en fait, à travers des sources indirectes. Donc je ne vais pas vous proposer le point de vue du cheval sur le travail animal, mais en réalité, dès qu'on se met à travailler sur les animaux, puisque ce sont des êtres sensibles, des êtres complexes qui évoluent en fonction de leur environnement et de leur contexte, on est toujours obligé à un moment ou à un autre de se mettre à leur place et d'adopter un point de vue compréhensif. Alors, donc aujourd'hui, je vais revenir sur un aspect de la mise au travail des animaux et de l'énergie animale et de son rôle dans les sociétés contemporaines. Pour le dire brièvement et rapidement, dans le récit standard spontané qu'on a en tête, les sociétés anciennes étaient des sociétés qui reposaient sur la force musculaire des animaux humains et des animaux non humains, et la modernité capitaliste, industrielle, qui s'installe à partir du XIXe siècle, avec ses machines, avec sa domestication des énergies fossiles, aurait remplacé la force musculaire des êtres vivants par les esclaves énergétiques, comme disent certains ingénieurs, via les machines. En réalité, ce n'est pas comme ça tout à fait que ça s'est passé. C'est-à-dire que le développement industriel n'a pas entraîné la disparition des animaux de travail, de l'exploitation des animaux. Elle l'a au contraire complètement intensifié. Et l'âge du charbon, c'est aussi l'âge de l'apogée du travail animal. Et les deux ne fonctionnent pas en concurrence, mais en complémentarité pour répondre à des besoins, à des tâches souvent très différentes. Il y a deux manières de penser l'énergie animale, enfin il y a deux grands formes d'énergie animale utilisées dans les sociétés du XVIIIe au XXe siècle. Il y a la traction directe pour aller tout droit, pour tirer des charrues dans les champs, pour tirer des véhicules ou des charrettes pour le transport. Et il y a la traction circulaire. Je ne vais pas parler. Dans le programme du festival, il y a une image de chien de traction pour illustrer ma conférence. C'est très intéressant. D'ailleurs, les chiens de traction. D'ailleurs, j'aurais dû faire une conférence sur les chiens de traction à la fin du XIXe siècle, qu'il y a une grande mode pour les chiens de traction et pour la traction canine pour les petites mobilités dans les campagnes, pour les livraisons à domicile dans les villes, etc. Mais je ne vais pas parler de ça. Je vais parler de l'autre forme de mise au travail et d'utilisation de l'énergie animale, qui est l'utilisation circulaire. C'est-à-dire l'animal va soit tout droit, soit tourne en rond pour donner le mouvement à tout un ensemble d'équipements, de dispositifs techniques qu'on appelle des manèges. Le manège est un terme, je commence directement là-dessus, le manège est un terme ambigu et complexe parce qu'il y a au moins trois sens.
Le manège, aujourd'hui, ça désigne la distraction pour les enfants. Vous avez des chevaux de bois qui tournent sur un axe central pour distraire les enfants dans les fêtes foraines. Ça, c'est un sens assez récent, qui apparaît à la toute fin du 19e siècle. Et d'ailleurs, à cette époque-là, il y avait des chevaux vivants qui faisaient tourner les chevaux de bois via un équipement à manège. Donc l'animal tournait en rond autour d'un axe, et en tournant en rond autour de l'axe, il donnait le mouvement aux chevaux de bois qui tournaient sur une plateforme. Et ça renvoie au deuxième sens du mot manège, qui domine au XIXe siècle. Le manège, ça désigne un moulin, un moteur mécanique à force animale. La traction, la force, vient d'un animal qui peut être un cheval, mais qui peut être aussi un mulet, un âne, un bœuf, voire un chien dans certains contextes. Donc il y a une pluralité d'animaux qui vont être attelés au manège. Ce manège, il y avait un troisième sens du mot manège. Le manège, c'est au XVIIIe siècle le bâtiment circulaire où s'opère l'art équestre, où on entraîne les chevaux pour l'équitation, notamment pour l'aristocratie ou pour les besoins militaires. Donc il y a une diversité de sens, et ce dont je vais vous parler là aujourd'hui, c'est en fait d'une technique. Et je viens de là. C'est-à-dire que mon intérêt pour l'histoire des animaux, même si j'aime les animaux, comme tout le monde, mais mon intérêt pour l'histoire des animaux vient de l'histoire des techniques au départ. Et les animaux étaient plutôt une sorte de fantôme qui était derrière la machine, et qui, de plus en plus, je me suis intéressé à ce principe mécanique et à ce qui donnait le mouvement à ce principe mécanique, qui était l'animal. Donc vous voyez là, par exemple, un exemple de manège de la fin du 19e siècle, très classique, qui était un manège hydraulique où l'animal tournait en rond via une pompe pour faire remonter l'eau du puits pour remplir un réservoir. Et c'était un type d'équipement qu'on trouvait dans tous les jardins maraîchers, dans les périphéries des grandes villes. À Genève, il y en avait plein aussi dans les jardins maraîchers autour de la ville, et dans toutes les grandes villes d'Europe, vous aviez ce type d'équipement qui permettait d'économiser la force musculaire des enfants et des humains qui étaient utilisés auparavant à lever l'eau des puits, qui était une activité extrêmement coûteuse en énergie musculaire. Et au XIXe siècle, on a inventé, on a développé cette technique pour lever l'eau. C'est un exemple de ce type de pratique. Alors, comment on vient à s'intéresser à cet objet ? Donc en fait, moi je ne viens pas de l'histoire des animaux. Je me suis intéressé aux animaux en venant du point de vue de l'histoire de l'énergie et de l'histoire des techniques. Et j'étais étonné, il y a déjà longtemps en réalité, dans un dossier d'archives, j'étais étonné de trouver une plainte d'un ébéniste du Faubourg Saint-Antoine à Paris qui, en 1810, écrivait aux autorités pour se plaindre du chômage de ses ateliers. C'était un ébéniste qui fabriquait des bois de plaquage pour les meubles, pour des productions de luxe, des bois extrêmement précis. Et cet ébéniste, le moteur de ses ateliers, c'était un cheval qui tournait en rond dans le manège pour donner le mouvement aussi circulaire qui permettait la production des bois de plaquage. Et cet ébéniste se plaignait qu'on lui avait enlevé ce cheval et donc il ne pouvait plus travailler. Et j'ai mis du temps à comprendre, mais qu'est-ce que c'est cette histoire de cheval qui tourne au Faubourg Saint-Antoine pour faire fabriquer des bois de plaquage pour l'ébénisterie. Et il se plaignait parce qu'en fait, on lui avait pris son animal, parce que c'est les guerres napoléoniennes, il y a la mobilisation en masse des animaux pour aller faire la guerre, qui fait qu'on prend les chevaux des paysans et des artisans urbains qui pouvaient les employer à d'autres tâches. Et à partir de là, c'est souvent comme ça que travaillent les historiens, en fait. Notre attention est attirée par un problème ou par quelque chose, et puis une fois que notre attention est attirée par ça, on ne voit plus que ça. Et depuis 10 ans, je vois des manèges de chevaux un peu partout, sauf dans les livres d'histoire qui parlent de l'histoire sociale, de l'histoire des techniques et de l'histoire du travail au XIXe siècle. Et donc voilà, est né ce projet un peu fou de faire une histoire des animaux tournant en rond pour produire de l'énergie mécanique dans le contexte d'industrialisation. Et ça a donné ce livre qui s'appelle La ronde des bêtes, qui est donc une contribution à l'histoire des animaux et à l'histoire de l'industrialisation et qui vise à repeupler les mondes du travail, les usines, les ateliers de cette présence animale qui était un peu invisibilisée pour une raison très simple. C'est parce que au XIXe siècle, l'énergie animale, au moment même où elle se développe, où elle atteint son apogée, où elle est de plus en plus utilisée dans plein d'espaces sociaux, elle est considérée comme une énergie archaïque, alors que le progrès, la modernité et la nouveauté s'incarnent dans les puissants moteurs fossiles, d'abord à vapeur, puis les moteurs électriques à partir de la fin du XIXe siècle, puis les moteurs à pétrole. Donc d'une certaine manière, c'est aussi l'histoire d'une technique invisible, parce que considérée comme archaïque, là où l'histoire des techniques est toujours l'histoire de la dernière nouveauté qui écraserait le reste, alors qu'en réalité, l'histoire des techniques est toujours plus complexe. C'est-à-dire que la fascination pour la nouveauté fait oublier que les sociétés, que les acteurs
continuent d'utiliser des techniques anciennes, qu'ils peuvent continuer de les développer, mais qui apparaissent comme des espèces d'apories. Donc d'une certaine manière, ce livre, c'est aussi l'histoire non pas d'une innovation, mais c'est l'histoire d'une désinvention. C'est l'histoire de la construction de l'obsolescence d'une pratique technique et d'une pratique sociale qui consiste à travailler avec les animaux pour produire de la force et répondre à des besoins sociaux. Alors, bon, peut-être n'hésite pas à me dire quand je commence à être trop long. Partons de la Suisse, puisque nous sommes en Suisse. Vous connaissez peut-être ces écrits de Louis Simon, qui voyage en Suisse au début du XIXe siècle et qui publie au début de la Restauration un ouvrage très intéressant qui s'appelle « Voyage en Suisse », fait dans les années 1817, 1818, 1819, où il raconte notamment les usines textiles qu'il a observées en Suisse, qui connaissent un certain développement sous l'Empire, du fait du blocus continental. Il y a un développement de l'industrie textile, de l'industrie du coton, avec notamment l'apparition d'usines qui réunissent des métiers dans des espaces concentrés et pour lesquels on a besoin d'un moteur extérieur à la seule force musculaire. Et on va utiliser des animaux de plus en plus. Au début de l'industrialisation du textile, la machine à vapeur qui fascine les historiens, en fait la machine à vapeur ne marche pas, la machine à vapeur est très peu employée jusque très tardivement. Au siècle du charbon, on utilise bien plus les chevaux et les animaux que les machines à vapeur en réalité pour produire de l'énergie, pour répondre aux besoins de toute une série de secteurs d'activité, d'artisanat. Et donc en Suisse, comme dans beaucoup d'autres régions, les débuts de l'industrialisation textile reposent sur la mise au travail des chevaux pour répondre à de nouvelles tâches. Donc il raconte notamment comment on nous conduisait à la filature de coton la plus considérable du lieu. Donc là, on est à Saint-Gall, au sud du lac de Constance, vers Zurich, dans un endroit, un territoire où se développe l'industrie cotonnière de façon assez importante en Suisse. Il y a toute une série d'établissements industriels avec des métiers affilés, des cartes mécaniques qui commencent à être installées. Et la question est de savoir qu'est-ce qu'on va utiliser comme source d'énergie pour faire fonctionner ces ateliers, sachant que les cours d'eau, les ressources hydrauliques sont un peu saturées, le charbon et les machines à vapeur ne sont pas encore disponibles et utilisables, même si James Watt en fabrique déjà en Angleterre et commence à en diffuser sur le marché européen. Mais de toute façon, les relations avec la Grande-Bretagne sont coupées par les conflits et le blocus continental. Donc on va mettre au travail les chevaux pour répondre à ce besoin de ces nouveaux secteurs d'activité en croissance que sont les filatures. On nous conduisait à la filature de coton la plus considérable du lieu, d'après le procédé anglais. D'après le procédé anglais, ça veut dire avec des machines à filer et des cartes mécaniques, des machines qui étaient chargées de régulariser, de séparer les brins de coton avant de pouvoir les filer. Et pour ça, il fallait une source d'énergie qui dépassait les seuls bras humains. Et donc, excepté qu'au lieu d'être mise en mouvement par une chute d'eau ou par la machine à vapeur, c'est un bœuf qui fait tourner la grande roue. Donc, il y a toute une description du bœuf qui est utilisé pour actionner les équipements techniques de la filature dans les années 1817, 1818. Et alors il raconte, le pauvre animal enfermé dans sa cage mouvante du diamètre de 33 pieds est obligé d'avancer afin de rester en place. Il tomberait s'il ne marchait pas. Il le fait avec beaucoup de dextérité par des espèces d'échelons et de tasseaux cloués sur leur plancher mouvant. C'est intéressant parce que c'est un bœuf qui travaille pour donner le mouvement aux mécaniques. Pourquoi ? Parce qu'on manque de chevaux à cette époque. On manque de chevaux parce qu'ils ont notamment été mobilisés en masse pendant les périodes de guerre qui ont précédé. Donc on manque de chevaux en Europe occidentale. Et on réfléchit beaucoup à cette époque-là à remplacer le cheval par le bœuf pour toute une série de travaux de force, sachant que le bœuf, qui était déjà utilisé évidemment en agriculture pour tirer la charrue, le bœuf a comme caractéristique d'être plus lent que le cheval, de produire moins de force. Mais il y a tout un débat assez vif à cette époque-là, au début du XIXe siècle. Et donc, on n'a pas d'image de cette filature de 1818 en Suisse utilisant un bœuf pour actionner les appareils de ces premières filatures concentrées, mais ça ressemblait à peu près à ça. Là, c'est une autre image qui est publiée quelques années avant, une roue verticale actionnée par un buffle. Donc là, c'est un buffle, une sorte de bœuf sauvage, qui est notamment utilisé en Égypte au tout début du 19e siècle. Donc là, vous voyez, là c'est un buffle qui donne le mouvement à des machines pour broyer la canne à sucre. Ça, c'est une innovation de la toute fin du XVIIIe siècle qui vise à essayer d'utiliser l'énergie animale de façon plus efficace pour accélérer l'industrie de la canne à sucre, notamment. Donc, vous voyez,
y avait on passait la canne entre des rouleaux et le mouvement des rouleaux était donné par l'animal qui tournait au-dessus sur une roue. Et en fait, c'était le même principe mécanique dans cette filature suisse du début du 19e siècle. Alors, donc là, on a un exemple assez typique. On va essayer d'utiliser des bœufs et ce type d'équipement en fait, pour toute une série de tâches au début du 19e siècle. Alors, cette question, cette énergie animale, cette mise au travail des animaux tournant en rond pour écraser, soulever, donner le mouvement à des machines, à des broyeuses ou à toute une série d'autres appareils, cette pratique est très ancienne, évidemment. C'est-à-dire qu'on a des traces archéologiques de ce type de moulin à force animale dans l'Antiquité. En réalité, on a très peu de traces dans l'Antiquité, parce que ce type d'appareil, souvent fabriqué en bois, assez simple, laisse beaucoup moins de traces archéologiques que les équipements hydrauliques qui nécessitent des constructions, des aménagements importants. Là, c'est des équipements assez simples qui sont fabriqués par des artisans locaux, par le serrurier, par le maréchal ferrant ou le charpentier, et qui laissent assez peu de traces archéologiques. Là, on a un sarcophage qui représente, par exemple, une petite meule actionnée par des équidés à la fin au IIIe siècle après Jésus-Christ. Donc, c'est une pratique qui est très ancienne. Jusqu'au XVIIe siècle, pour l'essentiel, les animaux étaient utilisés pour deux utilisations principales, soit pour faire tourner des petits moulins à la place des hommes, soit pour lever l'eau, donc pour les usages hydrauliques. Et ça, c'est attesté dans l'Antiquité, au Moyen-Âge, mais c'est assez rare et c'est en faible quantité parce que les chevaux coûtent cher. Les chevaux sont en faible nombre et doivent être réservés pour les usages les plus importants. Et pour broyer, pour faire tourner les petits moulins, on a d'autres techniques, notamment le développement des moulins hydrauliques. On a beaucoup de main-d'œuvre disponible. On a des et d'ailleurs, jusqu'au XVIIe siècle, ces moulins à force animale, ces moulins qu'on appelle parfois aussi les moulins à sang dans le midi de la France, ou qu'on appelle aussi parfois des moulins pompéens, parce que précisément dans les ruines de Pompéi, on a découvert au XVIIIe siècle des traces de ces petits moulins à farine qui étaient actionnés par des animaux. D'ailleurs, c'est intéressant, c'est qu'au XIXe siècle, on parle parfois de moulins pompéens pour désigner ces techniques, ce qui contribue à les inscrire dans une très longue historicité et dans une très longue histoire. C'est-à-dire que c'est des moulins en fait antiques qui correspondent à un système technique, à une pratique sociale caractéristique de l'Antiquité. En réalité, dans l'Antiquité, c'était peu utilisé. C'était peu fréquent parce qu'il y avait beaucoup de main-d'œuvre, il y avait des esclaves et le travail des animaux était très coûteux. On trouve aussi de plus en plus au Moyen-Âge cette pratique et les animaux deviennent une source d'énergie complémentaire. Par exemple, souvent, les moulins à vent qui tournent à partir du XIe, XIIe siècle sont couplés à un système de manège de chevaux parce qu'en cas d'absence de vent pour faire tourner le moulin, on peut suppléer l'absence de vent en mettant l'animal à tourner autour du manège pour broyer la farine et pour pouvoir approvisionner. Donc c'est un petit équipement complémentaire. On trouve aussi cette pratique des manèges de chevaux et cette mise au travail des animaux pour produire de la force dans les citadelles militaires, par exemple, de façon assez fréquente. Vauban prévoit, dans la plupart de ces citadelles au XVIIe siècle, l'installation de manèges de chevaux pour permettre d'approvisionner en farine, broyer les grains, en cas de siège militaire. C'est un outil d'autonomie en cas de conflit et de siège. Donc c'est une pratique qui est très ancienne, on peut dater de l'Antiquité, qui a laissé peu de traces, qui laisse assez peu de traces disons, dans les sociétés anciennes, qui existent, mais qui existent en faible quantité, avec une faible intensité. Parce que, là encore, l'énergie animale coûte cher. Et on privilégie la force musculaire des humains au travail des bêtes. En réalité, la mise au travail croissante des animaux s'opère à partir du XVIIIe siècle. Le nombre de chevaux passe d'1,5 million à peu près en France au milieu du XVIIIe siècle à 3,2 millions à l'apogée au début du XXe siècle. Donc l'apogée de la présence des chevaux en France, et c'est la même chose en Angleterre, avec des chronologies un peu décalées. Aux États-Unis, c'est encore plus flagrant. Bon. L'augmentation maximale et l'augmentation des effectifs, notamment de chevaux utilisés pour la traction et le travail comme source d'énergie, se développe considérablement au XIXe siècle. Alors ça s'engage à l'époque moderne, notamment pour les secteurs les plus en croissance. Alors je vais passer très rapidement. Les trois
grands secteurs d'activité qui vont utiliser massivement l'énergie animale à partir de ce dispositif des manèges, des équipements à manège, c'est les travaux d'extraction souterrain, les travaux miniers, les mines de charbon, les mines de tous les travaux souterrains vont utiliser, là vous avez une gravure du début du XVIIIe siècle en Europe de l'Est représentant un exemple de mine métallique utilisant des manèges de chevaux. Donc vous avez les galeries et au-dessus, cette espèce de petit bâtiment circulaire et pointu, c'est le bâtiment du manège. Et à l'intérieur de chacun de ces bâtiments, vous avez un cheval qui tourne en rond pour lever les charges et pour actionner des pompes pour permettre l'extraction souterraine de l'eau et des matériaux. Et ça, c'est une pratique qui s'étend à partir du XVIIe siècle, qui va devenir systématique au cours du XVIIIe siècle. Et toutes les grandes mines européennes de la fin du XIXe siècle utilisent de façon très intensive le manège de cheval pour permettre l'extraction. Puisque, évidemment, au-delà de quelques mètres, les galeries sont inondées par l'eau. Donc la question de l'exor de l'eau et du pompage de l'eau est la condition de possibilité de l'extraction minière. Et c'est les animaux qui vont d'abord permettre ce travail d'extraction, de pompage. Alors les Anglais, dès le XVIIIe siècle, vont commencer dans les mines de charbon, où il y a plein de charbon facilement accessible et qu'on peut brûler, y compris dans des machines qui marchent très peu avec un mauvais rendement, vont se mettre à utiliser des machines à vapeur, mais parallèlement et à côté de manège de chevaux. Et même la mise au travail des machines à vapeur, qui vont d'abord être utilisées en fait, pour pomper l'eau, va entraîner la démultiplication des chevaux, parce que les chevaux vont être utilisés pour extraire le charbon. En parallèle, puisque désormais on pourra creuser plus profondément, puisque la vapeur permettra d'aller plus profond, et donc il y a davantage de choses à extraire. Donc là, on a une dynamique symbiotique, en réalité, entre l'énergie animale et les autres sources d'énergie, qui fonctionnent non pas en concurrence, mais plutôt en symbiose et en complémentarité. Ça, c'est très net dans les mines de charbon du bassin stéphanois. À la fin du XVIIIe, au début du XIXe siècle, toutes les mines, tous les puits de mines sont équipés de manèges de chevaux qui prennent des noms différents selon les régions, ce qui contribue aussi un peu à leur invisibilité. On ne parle pas de manèges dans les mines, on parle des vargues, par exemple dans le bassin stéphanois, ou on parle des ernats dans le bassin en Belgique. On parle des machines à molettes. Il y a tout un lexique, tout un langage spécifique qui désigne tout cet appareillage technique pour mettre au travail les chevaux. Et donc les mines vont être l'un des premiers grands secteurs où on va intensifier la présence. Vous avez des machines très grandes qui pouvaient utiliser jusqu'à 8-10 chevaux tournant en même temps pour remonter des charges à plusieurs centaines de mètres de profondeur. Il y a tout un débat d'ailleurs chez les ingénieurs pour savoir à partir de quelle profondeur d'extraction l'énergie animale devient ingérable, en termes de coordination de la marche et du travail des animaux, en termes de coûts d'exploitation pour les animaux. Bon. Donc ça, c'est très important. Jusqu'en 1830, en réalité, il y a des chevaux un peu partout dans les mines, mais ils ne sont pas dans les galeries souterraines. Ils sont à la surface pour permettre l'extraction. Et c'est justement dans les années 1830 que les chevaux vont descendre. C'est quand ils vont peu à peu disparaître de la surface que les chevaux, et le cheval de mine évidemment, c'est l'emblème de l'énergie animale dans les sociétés industrialisées. Le seul qui a été un peu étudié de près, notamment par Éric Baratet, c'est le cheval du mineur. Parce qu'il y a eu beaucoup d'images produites au cours du XIXe siècle, à la fin du XIXe siècle, montrant les chevaux qui descendaient, qui remontaient, parce que la condition du cheval de mine a particulièrement frappé l'opinion, et dans un contexte où la question de la sensibilité à l'égard de la souffrance animale se posait de plus en plus. Mais avant de descendre, les chevaux en fait, ne commencent à descendre que dans les années 1830-40. Avant, ils étaient à la surface pour transporter les matériaux et pour surtout faire fonctionner toutes ces machines qui pompaient l'eau, qui remontaient les matériaux et les hommes. Le deuxième grand secteur... Ouais, en fait, je ne suis pas très réaliste sur le temps. Le deuxième grand secteur, c'est... Oui, mais c'est ce que je dis. Le deuxième grand secteur qui va mettre au travail les animaux de façon intense, c'est les plantations sucrières et les plantations des colonies. À partir du XVIIe, XVIIIe siècle, là vous avez un exemple de moulin à bœufs sucrier. On retrouve l'image de 1801, ce qui était une amélioration du vieux moulin. À partir du XVIIe siècle, il y a un problème dans les colonies de plantation qui ne sera pas résolu par la mise en place de la traite esclavagiste, c'est qu'on n'a pas assez de bras face à l'explosion de la demande en sucre et en produits coloniaux. Et donc les animaux, il va y avoir aussi une traite des animaux qui va se mettre en place à partir du XVIIe siècle, notamment des mulets dans les colonies britanniques, beaucoup, des bœufs dans les colonies françaises, parfois aussi des chevaux, pour actionner les moulins. On va décharger les esclaves en fait des tâches les plus de force, notamment
consistant à tourner la manivelle pour broyer, pour faire tourner les moulins broyeurs, pour broyer la canne à sucre. Et là, on va mécaniser, grâce à l'énergie animale, cette opération pour réserver le travail des esclaves, en fait, au travail agricole dans les plantations elles-mêmes. C'était une manière, et d'ailleurs ça pose tout un... Et l'arrivée des chevaux et des animaux dans les plantations sucrières à partir du XVIIe et jusqu'au milieu du XIXe siècle. C'est-à-dire que les bœufs et les animaux sont des éléments fondamentaux du système productif des plantations esclavagistes jusqu'au milieu du XIXe siècle. Et ça avait un autre avantage, c'est que le gros problème environnemental des îles à sucre, c'est la surexploitation et la baisse des rendements, faute de fumier et faute d'engrais. Or les animaux, qui étaient peu présents, notamment les grands mammifères, vont permettre de fournir de l'engrais pour amender les terres et essayer d'enrayer. Donc l'animal, c'est à la fois une force de travail, mais l'animal permet aussi de fournir évidemment des engrais, du fumier pour amender les terres et enrayer le processus de déclin des rendements agricoles qu'on observe dans toutes les îles à sucre. Troisième, alors ces équipements à manège à force animale, ils vont être adaptés à partir du début du XIXe siècle dans plein de secteurs, dans plein d'activités. Là, vous avez un certain nombre d'exemples de ces manèges miniers, notamment, qui vont être adaptés au moment où il commence à disparaître des mines. Ils vont être adaptés pour d'autres tâches. En haut, vous avez, par exemple, des techniques de construction des premiers tunnels ferroviaires en Angleterre dans les années 1840, lorsque se développent les réseaux ferroviaires en Europe et qu'on commence à construire des tunnels qui nécessitent des capacités d'extraction que ne fournissent pas, que ne peuvent pas fournir les seuls bras des hommes. Et donc on va mettre en place des systèmes de forage à traction animale qui vont être très employés dans les années 1840, que ce soit en Angleterre ou en France, pour construire les premiers tunnels ferroviaires. Là vous avez le fameux puits, le forage du puits de Grenelle, qui adapte dans les années 1830 la technique de l'extraction minière pour en fait forer très profondément, jusqu'à 400 mètres de profondeur, un forage, un puits extrêmement profond pour approvisionner la population en croissance qui a besoin d'énormément d'eau. Alors, le troisième domaine, le troisième secteur où on va mettre au travail les animaux sous la forme de cette ronde pour actionner tous ces appareils mécaniques, c'est l'industrie textile. Les plantations sucrières, le secteur minier et le troisième pilier des débuts du capitalisme industriel, c'est le secteur textile. L'invention de l'usine passe en partie, à côté de l'hydraulique et de la machine à vapeur qui ont été beaucoup étudiées par les historiens, passe en partie par la mobilisation de l'énergie animale. Et ça, c'était beaucoup moins connu. Là, vous avez deux cadastres de deux grandes places textiles au début du 19e siècle, dans les années 1820-1830. Et vous avez là la représentation, alors c'est intéressant, à gauche c'est Elbeuf, au nord, au-dessus là c'est Roubaix. Donc deux grandes villes lainières qui vont devenir des symboles du capitalisme textile au début du 19e siècle. Entre 1800 et 1830, la première génération de l'industrialisation textile repose sur la mise au travail des chevaux en réalité. Pourquoi ? Notamment dans ces deux villes, l'énergie hydraulique n'était pas utilisable pour plein de raisons techniques, par saturation des cours d'eau, parce que les cours d'eau dans le nord de la France n'avaient pas assez de débit, étaient déjà surchargés d'utilisation. Et donc et puis ça coûte très cher en termes d'investissement de construire des aménagements hydrauliques. Donc les premiers filateurs vont actionner leurs usines au moyen de chevaux et d'animaux. À Elbeuf, c'était tellement important que celui qui a fait et dessiné le cadastre a représenté le manège à l'intérieur des ateliers. Vous voyez l'espèce de rond là à l'intérieur du bâtiment. En fait, ça représente un manège. À gauche, c'est intéressant. Donc c'est une filature. Vous aviez un bâtiment circulaire à l'arrière. Le cheval tournait dans sa roue et donnait le mouvement à tous les métiers qui étaient rassemblés dans le bâtiment à côté via une série d'arbres de transmission qui actionnaient une dizaine de métiers affilés et de cardeuses mécaniques pour faire travailler, pour développer la production textile. Et donc, pareil, à Roubaix et Tourcoing, c'est à peu près pareil, vers 1830, toutes les filatures de la ville, en fait, utilisent l'énergie animale. Et le moteur de l'usine, c'est l'animal. D'ailleurs, il y a tout un débat dans les années 1830 sur des médecins qui sont scandalisés par le fait que les chevaux sont mieux traités que les ouvriers dans les filatures textiles. Ça crée tout un scandale, parce que les chevaux travaillent 6 heures par jour, en relais de 2 heures, pas plus, alors que les ouvriers, dans les filatures lilloises de l'époque, travaillent 10, 12, 14 heures par jour. Donc il y a une brochure publiée par un enquêteur social qui dénonce l'exploitation des ouvriers lillois et qui met en regard
la situation des animaux présentée comme bien plus favorable que les humains. Ce qui devient d'ailleurs un leitmotiv dans les discours des réformateurs sociaux au XIXe siècle, de comparer les travailleurs humains à des bêtes de somme et de dénoncer les mauvaises conditions des humains qui seraient pires que des bêtes de somme. Bon, ça, c'est un vaste débat en soi. Alors, je dirais que le premier âge de ce qu'on appelle vulgairement ou rapidement la révolution industrielle repose certes sur l'utilisation des énergies fossiles, sur la domestication croissante des ressources hydrauliques, mais aussi, de façon bien plus importante que ce qu'on envisage souvent, sur la mise au travail des animaux. Et ça, ce n'est pas des archaïsmes ou des restes, c'est des dynamiques nouvelles qui se mettent en place, qui s'intensifient au XVIIIe siècle via la mise au point de techniques nouvelles. Le travail de l'animal, ce n'est pas un archaïsme, c'est une innovation qui répond à un contexte de croissance, de manque d'énergie. C'est le gros problème du début du XIXe siècle, c'est la pénurie énergétique. Et donc, comment on va pallier cette pénurie énergétique? En intensifiant et en imaginant de nouvelles manières de mettre au travail les animaux. Alors, à partir des années 1830-40, dans ces secteurs clés et les plus capitalistiques, pour le dire rapidement, les plus concentrés du système économique européen, les animaux vont peu à peu disparaître. Alors, ils vont subsister pour le transport, massivement, et dans les mines, ils vont descendre. Mais les manèges à force animale et la ronde des bêtes va s'évanouir des plantations sucrières à partir des années 40-50, des usines textiles à partir des années 1840, des mines à partir des années 40 en Europe, mais pas dans le reste du monde. Les petites mines métalliques en Australie à la fin du 19e siècle utilisent encore massivement des manèges de chevaux parce qu'il n'y a pas de machine à vapeur, ça coûte beaucoup moins cher. Et les travailleurs britanniques qui vont immigrer en Australie et qui vont développer les mines d'or, par exemple, vont utiliser des systèmes de manège de chevaux jusqu'à assez tardivement. Mais ça ne veut pas dire que cette ronde des bêtes disparaît et que cette mise au travail des animaux disparaît. En fait, à partir des années 1830-40, on va assister à un déplacement. C'est-à-dire que cette énergie animale, c'est l'énergie plutôt des débuts, des commencements, et c'est l'énergie des plus pauvres et des plus marginaux. Ce qui explique aussi l'invisibilité de cette présence animale. Parce que c'est l'outil et c'est le compagnon des artisans, des travailleurs ruraux, de ceux qui ont le moins de moyens. À partir du milieu du XIXe siècle, en réalité, le principe technique du manège, l'équipement technique permettant la mise au travail de l'animal et l'utilisation de l'énergie animale pour produire et actionner toute une série d'équipements et d'appareils, va au contraire se développer. Il y a des centaines de brevets au XIXe siècle, imaginant des équipements, des systèmes pour adapter le travail animal à toute une série de tâches. Là, je vous en ai mis quelques exemples. En haut, vous avez une machine à fabriquer les briques. Au moment où l'extraction, enfin, où l'évolution des matériaux de construction, la production en briques, la production de tuiles notamment explose. On utilise beaucoup de chevaux pour broyer l'argile, pour mélanger l'argile et pour façonner les briques. On va trouver ça en fait dans plein de secteurs d'activité, dans les brasseries, dans les tanneries, dans les papeteries, dans les sucreries, sucre de betterave. On va mettre au travail des animaux. Là, vous avez un exemple de scierie utilisant des chevaux. Là, vous avez une cidrerie moderne de la fin du 19e siècle à manège. Donc l'animal, vous voyez, tourne de ce côté et donne le mouvement en fait à un broyeur pour écraser les pommes afin de les transformer en cidre ou en jus de pomme. Donc en fait, ça devient un petit équipement technique qui va permettre, dans un contexte de croissance démographique, d'un début d'exode rural qui fait que les bras manquent de plus en plus pour les travaux de force dans les campagnes à partir du milieu du 19e siècle, la mise au travail des animaux va s'opérer là où les secteurs évidemment les plus concentrés, ceux qui disposent des capacités d'investissement les plus importantes, vont se mettre à la vapeur progressivement, vont installer des machines à vapeur, vont mettre en place de complexes équipements hydrauliques. Les producteurs les plus marginaux, ceux qui sont dans des contextes ruraux, ou qui ne peuvent pas utiliser, ou qui n'ont pas les compétences techniques ou les capitaux pour utiliser ces nouvelles sources d'énergie, en fait, vont intensifier et moderniser le travail et les manières de mettre au travail les animaux. C'est d'ailleurs ce qu'on observe aussi à partir du milieu du 19e siècle dans l'agriculture. C'est-à-dire que c'est les petits travailleurs de l'artisanat rural qui vont utiliser de plus en plus les animaux, mais c'est aussi les activités agricoles. C'est-à-dire que la première mécanisation agricole se fait avec des manèges. Or, les manèges de chevaux et la mise au travail des animaux pour réaliser les opérations agricoles, ce n'est pas quelque chose d'ancien, c'est quelque chose qui émerge au milieu du 19e siècle.
pour remplacer notamment les bras des hommes dans un contexte où les bras des hommes manquent de plus en plus. Par exemple, l'une des opérations, bon, là vous avez une foire agricole en 1861 avec toute une série d'appareils, des barattes pour le lait, des batteuses pour séparer les graines des tiges, et vous remarquez que toutes ces machines sont toutes actionnées par des manèges de chevaux qui est le moteur principal de ce petit machinisme agricole en plein développement. Et donc l'exemple le plus intéressant sans doute c'est le battage. Vous savez, le battage, ça désigne l'opération qui consiste à séparer le grain de la tige. Pour les tiges de blé, pour séparer la graine de la tige, il faut battre. Jusqu'au milieu du 19e siècle, le battage était réalisé par des travailleurs agricoles qu'on appelait les batteurs, qui utilisaient un fléau, c'est-à-dire deux bouts de bois reliés par un petit bout de cuir sur lequel ils tapaient. C'était très important d'ailleurs, parce que ça permettait d'occuper les temps morts après les récoltes, au moment où il y a moins d'activité ou moins de travail dans les campagnes. Les ouvriers, les travailleurs des campagnes battaient les récoltes, ce qui était une source de revenus extrêmement importante. Mais à partir du milieu du 19e siècle, on va inventer des batteuses mécaniques, chargé de mécaniser le travail du battage, parce qu'il y a moins en moins de travailleurs agricoles, et puis on accuse les ouvriers agricoles de voler une partie de la récolte, de faire un travail de mauvaise qualité, donc il y a tout un projet consistant un peu à normaliser ce travail du battage, considéré comme fondamental pour la qualité de la récolte, en le mécanisant. Mais cette mécanisation, elle se passe par l'utilisation de l'énergie animale. On va inventer des centaines de batteuses de tous les modèles dans la deuxième moitié du 19e siècle. Vous avez des trépigneuses avec tapis circulaires, vous avez des manèges avec traction sous la batteuse, vous avez le plus fréquemment des manèges à terre de ce type-là. Et là, on n'est plus du tout dans les mêmes manèges que ceux du 18e siècle qui étaient construits en bois. Là, on a un début de construction en série avec des engrenages en fer et plus en bois. Donc, c'est-à-dire que la mise au travail des animaux profite aussi de l'industrialisation et du charbon. Si on peut produire en masse des métaux, c'est parce qu'il y a l'adoption d'une économie fossile qui permet d'intensifier les équipements permettant la mise au travail des animaux. Donc là, le battage devient d'utilisation massive. Hein. Dans les années 1830, vous avez en France encore... Dans les années 1930, encore 80 000 batteuses à force animale qui travaillent, qui transforment les récoltes dans les campagnes rurales. Donc, d'ailleurs, certains ingénieurs agronomes expliquent que soutenir que dans certaines conditions déterminées, l'emploi du moteur animé est plus économique que celui du moteur à vapeur peut sembler paradoxal. Cependant, rien n'est plus exact. C'est que dans les années 1880, vous avez encore des ingénieurs agronomes qui expliquent qu'il vaut mieux utiliser l'animal et l'énergie animale que l'énergie fossile comme moteur de l'exploitation, notamment dans les campagnes, parce qu'en fait, ça permet de mettre au travail, d'intensifier l'exploitation des animaux. C'est-à-dire que les animaux sont utilisés pour tirer la charrette, pour transporter les marchandises, et on les met au manège. Alors que la machine à vapeur nécessiterait un investissement coûteux et nécessite un travail en continu. Pour tous les travaux intermittents au cours de l'année, l'énergie animale est bien plus adaptée parce que l'animal est un être vivant, donc un être intelligent qui peut être adapté à différentes tâches et qu'on utilise pour différents types de travaux en fonction des besoins au cours de l'année. Donc c'est un équipement flexible. Alors pourtant, il va falloir que j'arrête alors que je viens... Mais je conclus. Oui, je suis désolé. Je conclus juste sur... voilà, je conclus sur... Alors c'est très... Alors, ce qui est intéressant, c'est que j'ai trop insisté sur cette mise au travail des animaux. Cette mise au travail croissante des animaux va susciter des tas de débats, des tas de réflexions. Dès le 19e siècle, elle va entraîner notamment un rejet croissant, pour plein de raisons. Les animaux posent un problème écologique et environnemental, parce que les animaux, évidemment, coûtent cher à entretenir et nécessitent des surfaces agricoles importantes pour les nourrir, pour fournir le foin, l'avoine. Et l'un des arguments d'ailleurs qui va être utilisé pour installer les moteurs fossiles et l'utilisation du charbon, c'est un argument écologique. C'est-à-dire que le charbon, et on utilisera le même argument avec le pétrole à la fin du 19e siècle, le pétrole et le charbon permettent d'économiser la nature, d'économiser les ressources agricoles, en réservant l'utilisation du cheval aux fonctions essentielles, notamment la guerre, l'armée. Et donc l'énergie animale est disqualifiée comme une source de gabegie d'un point de vue écologique et énergétique parce que ça nécessite beaucoup de surface agricole pour approvisionner dans un contexte de croissance démographique, de tension sur les ressources. Donc c'est le premier argument qui va s'installer. Deuxième argument évidemment fort, c'est le cheval et le travail de l'animal nécessitent irrégularité et nécessitent de travailler avec un être vivant qui peut moins facilement être contrôlable que l'énergie du charbon, que les systèmes techniques qui reposeront sur l'électricité et le pétrole. Marx le dit dans le Capital en 1867. Pourquoi le capitalisme a abandonné le cheval? C'est parce qu'il dit le cheval a sa tête.
Le cheval a sa tête, c'est-à-dire que le cheval peut réagir, peut faire preuve d'autonomie, peut se rebeller, peut être récalcitrant au travail. Alors qu'évidemment, une machine à vapeur permet une régularité. C'est toute la question du gouvernement de l'animal au travail, qui est une question aussi fondamentale au XIXe siècle. C'est-à-dire comment faire de l'animal une machine dont le travail soit suffisamment régulier pour permettre une production continue et stable. Bon, puis, autre raison de la disparition du cheval, c'est l'évolution de la sensibilité à l'égard des animaux, qui est très variable selon les animaux. Mais l'idée de faire des travaux de force aux animaux devient de plus en plus intolérable, ou est de plus en plus repoussée, ou devient le signe d'une barbarie populaire, puisque ce sont de plus en plus les milieux populaires, les classes rurales qui travaillent avec les animaux. Et donc, ça devient aussi un stigmate social, finalement, d'utiliser l'énergie animale. Alors, et là, je termine vraiment. Mais à partir du milieu du XXe siècle, d'une certaine manière, l'énergie animale, telle que je viens de la décrire, disparaît effectivement. Elle disparaît réellement, parce que c'est l'âge de l'énergie fossile qui s'impose, de l'électrification qui permet un approvisionnement plus souple et plus systématique en énergie. Mais en fait, l'énergie animale, y compris sous la forme de ces manèges de chevaux et de cette ronde des bêtes, ne disparaît pas, elle se déplace. Elle se déplace notamment dans les suds. C'est-à-dire qu'après 1945, beaucoup d'ingénieurs agronomes vont réinventer ces équipements techniques, considérant qu'ils sont adaptés aux campagnes des pays en développement, qui ne sont pas électrifiés, qui disposent plus difficilement d'un accès aux énergies fossiles, où le travail animal s'intensifie. Il n'y a jamais eu autant d'animaux de travail qu'aujourd'hui, en réalité, dans le monde. Bien plus qu'il y en avait au XVIIIe siècle. Sauf que, évidemment, ils incarnent un archaïsme, un résidu, une persistance. Alors, en bas, vous avez un exemple d'un manège de cheval moderne inventé par un ingénieur en 2013 qui donne le mouvement à un petit moteur électrique pour produire de l'électricité dans des villages non reliés au réseau en Inde aujourd'hui, pour faire fonctionner un peu d'éclairage ou un système téléphonique, par exemple. Et donc, c'est un projet très sérieux, développé en 2013 par un ingénieur pour permettre une autonomie énergétique en utilisant les animaux qui étaient présents sur place, notamment des vaches. Donc on voit qu'il y a un maintien de cette trajectoire technique et de cette pratique. Et puis évidemment, aujourd'hui, ça revient aussi sous une dernière forme, c'est-à-dire que c'est le retour du travail animal depuis les années 70-80, dans le contexte de crise énergétique, de débats sur la décarbonation. Plein d'acteurs économiques travaillent, militent, il y a même des associations pour ça, qui militent pour le retour de la traction animale, qui soulève toute une série d'enjeux, de débats sur le statut de ces animaux, sur la question animale, sur la souffrance impliquée, question que je n'ai pas abordée, mais qu'on pourra aborder dans la discussion si vous voulez, la question de la souffrance, de la difficulté des tâches confiées à ces animaux. Mais j'aimerais juste, pour vraiment terminer, dire une chose, c'est que ces animaux de travail, on pourrait avoir l'impression que notre modernité heureuse, et c'est mon côté militant peut-être que tu as pointé au début, la modernité heureuse a émancipé les animaux de travail, d'une sorte d'esclavage interspéciste scandaleux. Mais l'exploitation animale n'a jamais été aussi intense. Aujourd'hui, l'animal ne travaille plus, il travaille sous la forme de l'animal de compagnie dans les appartements qu'évoquait Éric Baratet avec le chien-chat, et l'animal aujourd'hui travaille moins qu'il est travaillé. C'est-à-dire que l'animal est devenu aujourd'hui une pure matière première, une pure marchandise qui est travaillée dans un système industriel. Il n'y a jamais eu autant de cochons, il n'y a jamais eu autant de vaches, il n'y a jamais eu autant de volailles dans des systèmes de concentration, où l'animal travaille pour fournir de l'alimentation, pour fournir des ressources animales. L'animal ne travaille plus, il est désormais travaillé dans le système industriel. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Oui, je sais pas si oui, ça a l'air de marcher. Merci beaucoup, François. On découvre, en effet, c'est très invisible. Hein, on ne les imagine pas. Là, on découvre des milliers, des centaines de milliers de chevaux, d'animaux qui travaillent au 19e siècle. On ne les soupçonnait pas forcément. Je suis sûre qu'il y a des questions. Je n'y vois pas. Madame ? Attendez le micro. Alors, le micro arrive. Sinon, je peux parler assez fort, c'est pas grave. Non, le micro arrive. Okay. Merci pour votre conférence, c'était fort intéressant. J'ai une question en lien avec le dernier livre qui a été écrit par un de vos collègues, simplement en fait comme auteur principal, je pense que ça doit être sa thèse HDR, Jean-Baptiste Fresso. Pardon, je pense que visiblement ça fait écho, pas seulement
par rapport à la lecture que j'avais pu en faire. Vous aviez indiqué donc qu'il y a de plus en plus justement d'animaux qu'auparavant. Est-ce qu'on pourrait, par rapport à son livre, ajouter le fait qu'il y a aussi cette force animale que l'on ne connaissait pas, qu'il n'a pas étudiée à son livre, qui est Sans transition? Bien sûr, mais ça fait 15 ans que je discute avec Jean-Baptiste Fressoz, avec qui on a écrit le bouquin qui vient de sortir, La nature en révolution. Bien sûr, d'une certaine manière, Jean-Baptiste propose un macro-récit gigantesque de l'humanité et des symbioses énergétiques. Ce travail, c'est une note de bas de page du livre de Jean-Baptiste visant à repositionner l'énergie animale dans cette symbiose énergétique complexe. Et dans les symbioses énergétiques, il y a le bois et le charbon. Le charbon ne remplace pas le bois, mais on n'a jamais consommé autant de bois qu'à l'âge du charbon. Rien que pour étayer les mines de charbon de la fin du 19e siècle, on consomme quasiment autant de bois qu'au 18e siècle. Bon, voilà, on sait ça. Et d'une certaine manière, oui, cette histoire de l'animal de travail, qui a été publiée un an avant que le livre de Jean-Baptiste sorte, s'inscrit dans la même dynamique de notre groupe d'historiens de l'environnement et d'historiens de l'énergie qui essayent de repenser un peu en dehors de l'évolutionnisme dominant dans l'histoire des techniques pendant longtemps, ces dynamiques d'industrialisation et ces fonctionnements des systèmes énergétiques qui sont plus complexes que ce qu'un récit transitionniste un peu simple nous laisserait penser. Il y avait l'énergie animale et l'énergie musculaire qui serait remplacée par l'énergie du charbon, puis l'énergie du pétrole, puis l'énergie nucléaire. En fait, c'est pas comme ça que ça marche, puisque toutes les énergies s'ajoutent et fonctionnent de façon symbiotique ensemble. Et c'est ça aussi c'est aussi ce que j'ai essayé de montrer, c'est-à-dire que l'énergie animale à la fin du 19e siècle, c'est aussi de l'acier, c'est aussi des métaux. Voilà. Et l'arrivée et le développement de la métallurgie permet l'intensification du travail animal, parce que les machines qui les mettent au travail ne sont plus en bois, mais sont désormais en métal aussi. Donc oui, ça s'inscrit parfaitement dans ce même mouvement, un peu, et qui n'est pas anodin. C'est-à-dire qu'on est dans un moment d'interrogation à la fois sur la condition animale, mais plus largement, et c'est moi je viens de là, sur les enjeux environnementaux, sur les questions de transition énergétique qui nous occupent abondamment. Et donc notre travail d'historien, c'est d'essayer peut-être d'éclairer un peu le débat contemporain en ayant une vision plus réaliste de la façon dont ce processus s'est réalisé et s'est opéré. Voilà. Merci. Alors, monsieur Monsieur qui est Fabrice. Oui, merci infiniment pour cette intervention passionnante. J'avais une question concernant, au fond, les relations interspécifiques entre travailleurs. Parce qu'il y a des travailleurs humains, il y a des travailleurs non humains, dont le statut, au fond, du travail n'est pas le même, puisqu'il y a un travail salarié, si on met de côté la situation tout à fait particulière des plantations esclavagistes, hein, et puis de l'autre, des travailleurs non humains qui peut-être s'apparentent davantage à un travail servile. Hein. Et ce qui m'intéresse, c'est au fond quel est le type de relation que vous pouvez lire à travers le cheminement intellectuel qui est le vôtre, puisque probablement ce sont des sujets qui viennent du même endroit, c'est-à-dire des ouvriers qui proviennent de l'espace rural et des chevaux ou des bœufs qui en proviennent aussi. Donc est-ce que ça implique des types de relations particulières et des types de revendications aussi particulières? Et puis bon, j'avais une deuxième question sur les zoonoses en milieu industriel. Mais d'une certaine manière, ce travail s'inscrit aussi dans une manière de repenser ces séparations spontanément évidentes entre la ville, la campagne, l'industrie, l'agriculture. En fait, on sait que jusque très tardivement, les choses sont plus floues, hein, que des villes industrielles sont traversées de tissu rural, que les mines et ces propriétaires de filature étaient aussi des propriétaires fonciers pour approvisionner leurs animaux, qui était un élément fondamental. La question du statut de l'animal travailleur par provocation, en reprenant un peu aussi ce que disait aussi Éric Baratet, je parle de l'animal prolétaire. Précisément, le prolétaire, c'est celui qui n'a que ses bras pour subsister, qui ne possède pas de capital. Mais l'animal prolétaire, en même temps, c'est une provocation parce que c'est complexe, parce que l'animal n'est pas un salarié. La grande différence, c'est que l'animal est un capital. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a tout un discours chez les réformateurs sociaux sur le fait que l'animal est mieux traité que l'ouvrier, parce que précisément, l'ouvrier est un salarié sur un marché. Quand il ne marche plus, on le remplace facilement. Quand le cheval ou l'animal ne peut plus fonctionner, il doit être racheté. Donc, d'une certaine manière, voilà. Et ça pose aussi la question, évidemment, en fait, il y a un flou des catégories.
parce que déjà le salariat s'invente très progressivement, très tardivement, très lentement. On sait que les ouvriers des premières filatures deviennent salariés, mais restent dans un univers rural, ils pensent même leur travail salarié comme un travail indépendant en fait, dans un cadre usinier. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au début du 19e siècle, les ingénieurs parlent du moteur animé. En fait, la catégorie générique pour parler des animaux et de l'énergie animale, c'est on parle des moteurs animés, pour les opposer aux moteurs inanimés, notamment la machine à vapeur, parce qu'ils sont animés par un principe de vie. Or, pour les ingénieurs, l'ouvrier et le cheval sont dans la même catégorie des moteurs animés. C'est-à-dire qu'ils sont tous des moteurs animés. Dans une pensée d'ingénieur, l'esclave, l'ouvrier et l'animal sont des moteurs animés, ce qui les différencie fondamentalement du moteur inanimé. Après, évidemment, au fur et à mesure du développement de l'industrialisation, et ce qui est fondamental de l'essor du mouvement ouvrier, de l'apparition d'une législation spécifique sur le travail, qui va inventer le salariat et donner des droits particuliers aux travailleurs comme travailleurs, la question va se poser aussi de savoir si les ouvriers, si les moteurs animés non humains doivent aussi avoir des droits. Ce qui est intéressant, c'est que la question se pose dans les discussions et dans les débats socialistes. Il y a Charles Gide, le grand réformateur socialiste, théoricien de la coopération, 2 ans après la légalisation des syndicats en France en 1884, publie un article dans lequel il invite à reconnaître les animaux dans la grande famille des travailleurs et des exploités, et il invite à leur donner des droits. Et dès cette époque-là, en fait, la question se pose de savoir si les animaux doivent être dotés de droits. Alors peut-être pas du droit de grève, mais en tout cas, un certain nombre de droits en termes de régulation de leur travail, de limitation de la durée du travail, de conditions de travail. Et d'ailleurs, il va y avoir même un droit qui va être appliqué, mais c'est variable selon les animaux, parce que la question du travail animal suscite des réactions différentes. Par exemple, le chien, c'est le premier animal qui vraiment, le travail de force du chien devient inacceptable. Parce que le chien, dans la deuxième moitié du 19e siècle, devient un animal de compagnie, qui est placé au sommet de la hiérarchie des animaux, celui qui est directement en contact. Donc ce qui va dominer pour le chien, c'est le travail du soin ou le travail de garde. En revanche, le travail prolétaire du chien devient intolérable. Alors qu'il y avait des chiens qui tournaient des roues pour actionner des petits équipements dans les campagnes. C'était une pratique assez fréquente. Les cloutiers ruraux avaient des chiens qui tournaient la roue pour actionner le soufflet de la forge. Bon. Et ça devient scandaleux et intolérable parce que le chien est considéré comme un animal placé dans une statut particulier. En revanche, le cheval, c'est normal qu'il travaille ou qu'il réalise des travaux de force. Quoique le cheval, c'est complexe, parce que le cheval devient aussi un animal noble qui doit être réservé à un certain nombre d'usages. Donc on voit aussi tout un débat qui varie selon les espèces, qui varie selon le type de travail. Et d'ailleurs, les chiens de traction utilisés pour tirer des charrettes à la fin du 19e siècle, il va y avoir toute une législation qui réglemente le poids, le type d'attelage, la façon dont la quantité maximale de poids que les chiens peuvent tirer ou pas. Il y a des règlements qui sont adoptés dans chaque département par les préfets qui réglementent le travail des chiens assez précisément. Bon, donc évidemment cette question va un peu disparaître ensuite au XXe siècle lorsque dans les pays d'Europe occidentale le travail des animaux va disparaître ou plutôt va se reconfigurer sous la forme essentiellement d'un travail domestique et de soins via les animaux de compagnie et via évidemment l'industrialisation de l'élevage. Mais là c'est un tout autre monde. Je n'ai pas tout à fait répondu à la question, mais parce que justement, on ne peut pas complètement répondre à la question parce qu'il y a un flou des catégories qui est justement assez intéressant à penser entre l'animal humain et l'animal non humain, quoi. Une autre question. Oui, dans l'économie industrielle, Fordiste, est-ce qu'il y a des ouvriers qui sont spécialisés du soin des animaux? Est-ce qu'on arrive à retrouver ça? Et est-ce que ces chevaux, on les achète dans des élevages spécialisés? On achète en cheval industriel? Alors, justement, à l'époque de ce que vous appelez le capitalisme fordiste, c'est justement le moment où le capitalisme fordiste n'utilise plus les animaux. Alors, il les utilise encore essentiellement pour le transport. Les grandes entreprises, je m'étais intéressé un peu à l'entreprise de Lafarge et aux cimenteries de Lafarge dans l'entre-deux-guerres, il y avait plein de chevaux. Il y avait plein de chevaux qui étaient utilisés pour le transport des matériaux, des marchandises, jusqu'au point d'exportation, etc. Et donc il y avait évidemment, de même dans les grandes compagnies de transport hippomobile à la fin du 19e siècle, où là, la grande compagnie de transport hippomobile à Paris dans les années 1880 emploie 15 000 chevaux pour faire fonctionner les premières lignes de transport collectif à Paris. Donc c'est des quantités gigantesques. Donc il y a des tâches spécialisées qui vont être organisées. Il y a le palefrenier, il y a tout un ensemble de spécialistes qui sont chargés de s'occuper des animaux.
Ça, c'est une question complexe. Alors, la question de qui s'occupe des animaux, c'est aussi une question très intéressante. Par exemple, dans les filatures des années 30, c'est souvent les enfants. Et le travail, on parle du toucheur. Le toucheur, c'était l'enfant, souvent un enfant d'un ouvrier, qui était chargé en fait de s'assurer de la régularité de la marche de l'animal dans le manège. Parce que si l'animal ne tourne pas droit, ne tourne pas rond, ça peut casser les machines, ça peut créer des problèmes dans la production. Et donc il y avait les enfants, et en fait, accompagner la marche de l'animal dans le manège, dans les filatures des années 30, ça faisait partie d'une entrée dans le métier. C'est-à-dire qu'on commençait par là, avant de commencer à toucher le métier à filer. On sait aussi parfois que c'était les plus vieux qui étaient utilisés pour s'occuper des animaux. Donc là, mais justement, quand le système économique devient fordiste, l'animal disparaît. Puisque c'est ce moment-là, l'animal disparaît des entreprises fordistes, des entreprises les plus capitalistiques, des entreprises taylorisées. Mais c'est le moment où les animaux deviennent des petits compagnons de travail pour les artisans ruraux, pour les paysans, hein, de plus en plus. Et donc au XXe siècle, évidemment, le travail industriel des animaux a disparu. Mais le travail agricole des animaux n'a jamais été aussi important qu'à la veille de la Première Guerre mondiale. C'est le moment où il y a le plus de chevaux dans les campagnes et dans les fermes d'Europe occidentale, et en fait jusqu'au moment de la Seconde Guerre mondiale, avec en plus des retours. Pendant les pénuries des deux guerres mondiales, des pénuries énergétiques, on ressort les animaux. On ressort les charrettes à chiens à Paris pendant la Seconde Guerre mondiale parce qu'il n'y a plus de pétrole, et on ressort les batteuses à manège parce qu'il n'y a plus de pétrole pour approvisionner les moteurs à fuel, et puis les réseaux d'électricité ne sont pas encore en place, quoi. Donc il y a aussi des rejeux, des retours, des réactivations assez... voilà. S'il nous reste 1 minute, je voulais poser une question. Pourquoi ils tournent ? Il faut les battre, les animaux, il faut les forcer, il faut les attirer, Pourquoi ils acceptent de tourner ? J'ai pas répondu à la question de l'élevage aussi, c'est vrai. Et pourquoi ils tournent ? Alors, pourquoi ils tournent ? Parce qu'ils n'ont pas le choix. Oui, mais... C'est la question de la domestication du travail des animaux. Alors pourquoi ils tournent ? Ils tournent parce qu'ils sont forcés à tourner. C'est-à-dire qu'il y a la question de la contrainte, la question de l'entraînement. On a très peu d'éléments, on a très peu de sources là-dessus dans ces pratiques où les choses se théorisent assez peu. Mais donc il y avait des gens qui étaient dédiés à les faire tourner, oui, ça. Des enfants. Bien sûr qu'on les fait tourner, mais on les fait tourner, mais les animaux apprennent aussi à tourner. Ils finissent par tourner tout seuls. Et il y a tout un débat pour savoir, par exemple, on sait que les chevaux sont très peureux. Il ne faut pas qu'il y ait de bruit. Donc il y a tout on essaye de mettre en condition les animaux, par exemple, pour qu'ils ne soient pas effrayés pendant qu'ils tournent. C'est pour ça que les manèges sont souvent fermés, sont souvent mis à l'écart. Et on emploie des gens pour les faire tourner. Et alors, il y a tout un débat au XIXe siècle, c'est les ingénieurs, sur le meilleur équipement pour permettre cette rotation sans les faire souffrir, pour améliorer le rendement, etc. Donc, pourquoi ils tournent ? Alors, j'ai plein de témoignages, par exemple, de l'autonomie des chevaux. Ils tournent et parfois ils s'arrêtent tout seuls de tourner. Il y a même des cas, j'ai trouvé ça dans des sucreries en Picardie, dans le nord de la France, où dans les années 60, la plupart des sucreries avaient des broyeuses en fait actionnées par des bœufs ou des chevaux et qui rentraient tout seuls à l'étable, ou qu'il y avait une sonnette et qui s'arrêtait de tourner tout seul en fonction c'est une éducation plus qu'une brutalisation. C'est une question fondamentale. Et je pense que c'est très variable sur les secteurs. C'est-à-dire que le cheval des mines, c'est pas la même chose que le cheval du paysan qui tournait la batteuse. C'est pas la même chose. Donc il y a des pluralités de situations. Il y a de la brutalité. Les chevaux de mine, ils tournaient pendant 5-6 ans avant d'être mis à l'équarrissage. Difficilement plus. C'est pas du tout la même chose pour les chevaux qui tournent dans les campagnes de façon intermittente en fonction des périodes et de l'année. Mais évidemment, il y a de la contrainte, il y a une éducation, il y a un apprentissage de ce type de travail, comme toutes les tâches confiées aux animaux. Bon. Mais alors, là-dessus, c'est intéressant, parce qu'il y a aussi... Ouais, tout le monde veut aller manger, mais la question de la souffrance, la question de la souffrance. Moi, il y a un débat qui m'amuse beaucoup dans les années 1860 qui oppose les partisans de l'émancipation du travail animal, qui considèrent que le travail des chiens notamment et des chevaux est illégitime, notamment les travaux de force de ce type, et d'autres vétérinaires qui expliquent que non, ça dépend des conditions de mise au travail, et que dans certains cas, le travail est bénéfique à l'animal. Et j'ai même un vétérinaire, par exemple, dans les années 1860, qui s'oppose à un militant de la Société de protection des animaux qui dénonce les chiens de cloutier.
Et ce vétérinaire explique que, mais en fait, non. Le chien de cloutier, qui tourne 4 heures par jour en binôme avec son compère pour actionner le soufflet de la forge, en fait, il est moins malheureux que le chien de l'aristocrate anglaise qui passe son temps allongé sur un canapé pour satisfaire la solitude existentielle. Et donc, il y a un débat qui se pose d'emblée sur la légitimité du travail. La dignité. Et la dignité du travail. Et la question de la nature du travail. Qui est une question qui existe encore très fortement aujourd'hui dans les milieux paysans qui militent par exemple pour le retour de la traction animale, qui peut être dénoncée comme une nouvelle forme d'esclavage interspécifique. Mais en fait, ce que répondent les maraîchers qui refondent la traction animale, les vignerons, les débardeurs en forêt qui remettent des chevaux, ils essayent d'expliquer que en fait, non, ils se développent un compagnonnage avec l'animal. Donc ça, c'est toute une question complexe, sensible, qui est fondamentalement la question du travail. Dans quelle mesure le travail est une aliénation ? Dans quelle mesure le travail est légitime, voire peut devenir une forme d'accomplissement. Alors bon. En ce sens, les animaux sont des travailleurs comme les autres. On peut conclure là-dessus. Merci beaucoup, merci François Jarige, merci à vous et bonne soirée. Et alors, si vous voulez, oui, les livres sont là-haut, je vais remettre ceux-là à la librairie, mais vous pouvez vous les procurer, même peut-être les faire signer. Bonsoir.